Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket des équipes de The Playoff. Et oui, c'est les finales NBA. On est au Game 6. Indiana revient encore du diable Vauvert, a gagné 108-91, donc égalité 3 partout. Donc, dimanche soir, Game 7. Et pour parler de ce match, mais également pour faire la preview de ce Game 7, de tout ce qu'on attend dans le basket, tout va se jouer sur un seul match. J'ai Chris. Salut Chris, comment ça va ? Salut Yannick, salut à tous, salut à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, un des derniers de la saison de basket. Et même s'il y aura d'autres choses pendant l'été, mais en tout cas sur le parquet. Et comme tu l'as dit, un Game 7 en préparation. Hein, si vous nous écoutez, on vous spoil le direct, mais vous devez avoir le résultat évidemment. Ouais. Donc on va en parler. Et quoi de mieux qu'un Game 7 en finale NBA pour conclure une belle saison de basket, tu vois. Ouais, totalement. Et des playoffs plutôt sympas d'ailleurs. Je pense qu'on fera un podcast review des playoffs après, une fois que tout ça sera fait. Un peu à tête reposée, mais ouais, c'était plutôt sympa. Allez, avant de commencer, Chris, on va parler quand même de WNBA, puisque c'est... Tout à fait. C'est l'actu, hein, c'est la saison régulière qui est en cours actuellement. Alors, vous retrouvez l'épisode, je t'ai un petit peu coupé la chic, Yaya, désolé. Tous les lundis, fin de journée, le pod. Alors, avec Tom, avec Elliot ou avec moi, on est en garde alternée avec Tom en ce moment. Une semaine, c'est l'un, une semaine, c'est l'autre. Mais en tout cas, on vous propose toutes les semaines du contenu sur la WNBA, où ça chicote un peu, hein, ça se bagarre aussi, et où il y a surtout des beaux matchs à voir, des belles perfs individuelles et collectives. En plus de l'Eurobasket là, qui a démarré il y a quelques jours de ça du côté pour les filles, avec l'équipe de France qui démarre bien sa compétition. Bref, l'actu du basket féminin, c'est tous les lundis après-midi, lundi soir, sur vos plateformes d'écoute, et c'est le même nom, ça tombe bien, c'est N1. Exactement. Allez, on peut aussi écouter les copains de First Pitch pour le baseball. La saison bat son plein également. On est en plein milieu, ça cruise tranquillement. On va arriver bientôt pour le All-Star Game. C'est là, à partir de là, où tout se joue. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Tailgate. Bah oui, Tailgate, le football américain, 3 podcasts en ce moment, bientôt plus que 2. Donc le LF avec un live le lundi soir à 21h30. Flav et son équipe. C'est toujours de la bonne humeur. Souvent, il y a des joueurs qui viennent, donc c'est plutôt sympa à écouter. Vous pouvez réécouter le replay en podcast. L'AD1 Elite, qui va bientôt arriver à son terme. La finale est bientôt. Et également un podcast d'actualité NFL. Alors, c'est la partie un peu plus cool de la saison. Il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a toujours de l'actualité dans cette ligue, dans la NFL. Et puis, avant les Grands Prix, de temps en temps, c'est warm-up. C'est ça, Chris ? Ouais, complètement. On avait parlé du dernier Grand Prix là, qui avait eu lieu au Canada le week-end dernier, et la victoire de George Russell. Et on se retrouve, on essaie de se retrouver en tout cas avant chaque week-end de Grand Prix pour parler un petit peu d'actualité autour de la Formule 1 et faire la preview du Grand Prix dans une belle saison également qu'on vous invite à suivre si vous n'avez jamais eu l'occasion de regarder la Formule 1. Ça peut être l'occasion, via notre biais par exemple, de découvrir cette belle compétition automobile. Ok, allez, on va enchaîner maintenant direct avec ce match. 108 pour les Pacers, 91 pour OKC. Toi, Chris, qu'est-ce que tu retiens de ce match ? Je retiens qu'on est un peu, j'ai trouvé, en ayant vu le match en direct cette nuit, pour une fois, d'habitude c'est plutôt du replay, mais qu'on était dans une sorte de caricature un peu d'un match 6 des deux côtés. C'est-à-dire que du côté du Thunder, tu avais cette impression de, on a possiblement, là on a une balle de match, mais on en a une deuxième à la maison, donc on va arriver quand même avec l'envie de gagner évidemment et de conclure l'affaire, mais si on voit que ça prend pas, on va peut-être pas laisser notre corps sur le parquet. Et en face, complètement dans un cheminement intellectuel différent à cette équipe des Pacers qui, elle, en fait, n'avait pas le choix. Elle se devait de laisser les tripes et le cœur sur le parquet. En plus de ça, devant son public pour le dernier match de la saison, après une très belle saison des Pacers, ils ne pouvaient pas, on le dit à chaque fois, mais ils ne pouvaient pas permettre aux Thunder de gagner leur premier titre à Indiana. Donc, ils ont tout donné. Il y a eu
plein de facteurs qui ont fait que la réussite, et en tout cas, ils se sont permis de remporter ce match-là. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu cette caricature de l'équipe qui qui n'avait pas le choix que de gagner et qui a tout fait pour gagner, qui a réussi. Et l'autre en face qui a peut-être un petit peu lâché parce qu'elle a vu que ça prenait pas. Elle s'est dit, bon, allez, on se retrouve dimanche. Toi. Ouais, pour toi, c'est OKC a lâché complètement le match. Indiana s'est donné les moyens de le remporter dans un premier temps. On va pouvoir en parler si tu veux. Et en fait, après, j'ai trouvé qu'une fois que l'écart avait commencé à monter et à devenir conséquent, dans l'attitude générale de l'équipe du Thunder, j'ai pas trouvé qu'ils se sont dit, bon, allez, on essaye, tu vois, on met un coup de run, on voit si ça prend et on y retourne. J'ai eu l'impression qu'ils ont vite lâché. Chaque fois que je fais des potes sur les finales, je tape sur Marc Daigneault. Là encore, j'aurais des choses à dire. Mais j'ai trouvé que toute l'attitude générale du clan Oklahoma City n'était pas défaitiste, mais n'était pas en mode, bon, voilà. On a essayé, ça n'a pas pris. On se retrouve pour un match 7 et advienne que pourra. C'est risqué. Ah oui, effectivement, c'est risqué, oui, tout à fait. Après, c'est des questions de dynamique. Mais pour toi, c'est quoi le facteur du match ? Qu'est-ce qui fait que... En fait, c'est toujours pareil. Dans un match, tu n'as pas un seul facteur qui va faire la diff. Tu en as plusieurs. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, encore une fois, c'est dans cette équipe d'Indiana, c'est cette capacité à vraiment... Ils se donnent corps et âme dans tous leurs matchs, dans toute la saison, dans toutes les opportunités qu'ils ont. Là, ils ont attaqué fort. Le premier carton, quand on regarde un petit peu la courbe en termes de la courbe d'ESPN, qui est souvent bien faite là pour voir les probabilités de victoire et les écarts, je ne vais pas dire que ça se croise en permanence, mais il y a un petit croisement. En tout cas, il n'y a pas d'écart tout de suite. C'est vraiment dans le deuxième carton. Il va y avoir un éclat énorme imposé par les Pacers et c'est là qu'ils vont prendre les devants. Encore une fois, mené par la seconde unit. Vous en aviez parlé, Yannick, dans le dernier podcast avec Elian et Raph, de l'importance du banc. Est-ce que c'était positif, négatif ? On ne va pas refaire le débat. Mais là, encore une fois, il faut encore appuyer sur cette seconde unit des Pacers. TJ McConnell, il va avoir une statue à force de faire des performances comme il le fait. Obi Toppin nous a un petit peu refait le coup du match 1. Un peu beaucoup même. Une belle perf au terme de points et surtout en termes d'adresse, 4 sur 7 du parking. Donc non, moi c'est cette capacité qu'ont toujours les Pacers à proposer du jeu rapide, à proposer du jeu intéressant, de la grosse défense sur Shai Gilgeous-Alexander, Andrew Nembhard, mais il fait un travail incroyable sur Shai. Alors il n'est pas tout seul évidemment, mais c'est vraiment lui qui est en première lame, j'ai envie de dire, et c'est pas lui tout seul qui a éteint chez Gilgeous et le Thunder, mais ça a permis en fait de ne pas offrir au MVP en titre la possibilité de sortir un gros match. Donc moi c'est ça que je veux mettre en avant, c'est encore une fois cette surprenante équipe des Pacers qui ne devrait plus nous surprendre, mais qui nous surprend encore une fois même dans un match 6 à la maison, un match à la mort. Tu vois. Ouais. Moi, je suis quand même assez d'accord avec tout ce que tu dis. Je vais rien rajouter. Moi, il y a juste deux choses. Il y a eu de gros ajustements en défense du côté d'Indiana. Ils défendent plus de la même manière justement sur les drives de Shai Gilgeous. Avant, c'était limite une prise à 3 pour l'empêcher. Et coach Daigneault a mis, on va dire, 3 matchs à s'ajuster. Et là, il a changé les plans et j'ai l'impression que c'est ça qui a complètement déstabilisé OKC. C'est-à-dire que du coup, alors, ok, les stats, elles sont hyper trompeuses parce qu'il joue que 31 minutes. C'est le meilleur scoreur de l'équipe, 21 points. Mais là, encore une fois, en termes de playmaking, 2 passes décisives seulement, c'est pas possible. Ouais, attends, surtout 2 passes décisives, ok. Le nombre de pertes de balles, Yannick. Oui. Non, mais je suis... oui, en plus. Donc, si tu veux, c'est cet ajustement qu'il n'a pas réussi à lire. Je pense que Rick Carlisle a trouvé une parade, que le coaching staff d'OKC va travailler pendant ces 2 jours qui restent pour trouver des parades. Donc, du coup, tu vois, derrière, ça a enlevé des espaces à Jalen Williams, qui avait été un facteur X sur les 2 derniers matchs. Et là, l'impact est beaucoup moindre, avec 16 points seulement.
mais surtout un plus-minus de moins 40, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas si tu as la suite de cette info. Moi, je l'ai chopé ce matin sur ESPN. C'est le pire plus-minus enregistré dans l'histoire des finales NBA depuis que cette statistique est prise en compte. Donc, c'était à partir de la saison des finales 97-98. Alors, le plus-minus, vous en aviez aussi très bien parlé dans le dernier podcast. C'est une stat qu'il ne faut pas prendre comme ça et en faire une conclusion hâtive, mais c'est un élément à prendre en compte quand tu es à moins 40, surtout que c'est pas comme si le match dernier, il en avait planté 40, je crois, Jalen Williams, tu vois. Donc, il reste sur du 40, mais là, il n'est pas dans la bonne ligne statistique, tu vois. Et en 27 minutes seulement. 27 minutes sur le terrain, moins 40. Alors, on va pas lui taper dessus avec tous les bâtons du bois, tu vois. Mais, le moins 40, il est impressionnant. Ouais, il y a juste une chose, c'est que je pense que l'ajustement défensif de Rick Carlisle, c'est-à-dire ne plus envoyer de doubler sur le pick and roll, voire de tripler sur Shai Gilgeous-Alexander, du coup, a libéré moins d'espace à Williams. Donc, du coup, des shoots différents, beaucoup moins faciles. Et là, il prend que 13 shoots sur le match. Alors, ok, en 27 minutes, mais que 13 shoots, quoi. Ouais, voilà, faut toujours pondérer parce qu'il y a vraiment eu 3 quarts temps et après. Ouais, ils ont joué 3 quarts temps. Après, on a vu Ousmane Dieng, tu vois. Ouais, non, mais on aime bien, on rigole, voilà, cette petite pique. Écoute, c'est un joueur qui était formé en Nouvelle-Aquitaine, s'il te plaît. Donc voilà. Non, d'ailleurs, ça me fait penser que je passe le bonjour à Vincent si tu nous écoutes. Voilà, donc il se reconnaîtra. Mais ouais, je pense que tu vois, il y a tout ça. Après, cet ajustement défensif est hyper important. Et après, il y a juste une chose sur laquelle j'ai envie de mettre dessus. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. Mais Chet Holmgren, c'est pas possible en fait. Tu es la 3e option. Et tu regarderas, il y a 2 matchs où il passe complètement à travers. Match 1, match 6, et ça perd. Il doit faire mieux. Alors, j'entends qu'il est jeune. J'entends qu'il est en développement encore un peu. Mais gars, on te met un joueur à côté, Hartenstein, pour te faciliter les choses. Tu finis pas à 4 points, 6 rebonds, 0 passe, quoi. Et 0 contre. Oui, là, bon, après, la lecture de ce match-là, elle est presque caricaturale du côté du Thunder parce qu'ils sont tous passés en travers. Tu regardes les lignes de stats du 5 majeur, c'est famélique, il n'y a rien à retirer. Si tu enlèves la casse-point, tu vois, de Shai Gilgeous, tu vois, à la limite de Jalen Williams qui fait 16, même si c'est pas terrible en termes de... Tout le reste, il n'y a rien, tu vois, il y a 4 passes en cumulé, une interception, un bloc, bon bref, mais pour reprendre sur Chet, vous en parliez la dernière fois et je suis en partie d'accord avec ce que tu disais. Je suis assez... Alors, je me pose des questions. Vainqueur ou non des finales NBA, tu vois, tout le grand discours et toutes les éloges qu'on a pu avoir et toute la hype autour de Chet, je vais pas dire que je vais descendre du train, tu vois, c'est pas ça. Mais je vais attendre de confirmer la saison prochaine. Parce que, alors après, comme tu l'as dit, il est jeune, c'est les premières finales NBA, mais c'est le cas pour la plupart des joueurs de cette équipe du Thunder, voire de tous, et quasiment pareil pour Indiana, à une ou 2 exceptions près. Et je trouve que, Chet, qu'on avait mis très très haut en termes de potentialité, sur ces premières finales-là, c'est pas, je ne mettrai pas dans mes plus, quelle que soit encore une fois l'issue de la série. Sauf si évidemment, si au match 7 il nous claque un triple-double incroyable, je reviserai peut-être un peu mon jugement. Mais pour l'instant, en tout cas sur ce qu'on a vu, je suis pas plus emballé que ça. Tu vois, je me pose des questions, mais pour l'instant, ça reste que des petites questions. Et puis, faut se rappeler que tu parlais de hype. Il était prévu pour être le concurrent numéro 1 de Wemby. Ah oui, non, mais j'en ai même pas parlé parce que évidemment c'était dans la logique du propos, mais oui, mais après pour l'instant les trajectoires sont différentes. T'en as un qui est quand même en finale NBA, donc. Oui, après il est équipé. Pas le même. Ouais, voilà. Après, moi j'ai l'impression d'une stagnation, c'est-à-dire que on sait qu'il a été très fort très jeune.
Il était suivi notamment dans les équipes U18 alors que Wemby était U17. Ça se tirait la bourre. En universitaire à Gonzaga, il fait une bonne saison. Derrière, il va faire un camp d'été et il se pète la cheville parce que je crois que c'est LeBron qui essaie de le poster et que derrière, il se fracasse. On sait qu'un grand, c'est long à développer parce qu'il y a une motricité particulière, il y a des choses particulières. Mais là, lui, j'ai pas envie de dire qu'il commence à y avoir des doutes, mais pas loin. Même si son arrivée dans l'équipe d'OKC a fait monter le plancher. Oui, ouais, pour ça. Moi, j'ai mes petites questions. J'ai pas encore peut-être les réserves que tu as. On va laisser la chance encore une fois au produit. Oui. J'aime bien utiliser cette expression. Mais voilà, tu vois, c'est quand tu as un raisonnement intellectuel, quel que soit le domaine, tu sais, des fois, tu as des certitudes, machin, et des fois, tu commences à baisser un petit peu ton cran et à te poser quelques questions. C'est pas pour autant que tu vas te dire que le mec est à mettre à la cave, et c'est pas ce que tu dis, évidemment. Mais voilà, tu vois, les paliers en termes entre la certitude et l'incertitude, bah, j'ai descendu d'un step. Mais ça reste encore un joueur qui peut montrer de très belles choses. Hein. Attention. Oui, mais tu vois, je pense que là, il montre. En fait, si tu veux, il n'a pas pris la place. Là, il avait une occasion en or, surtout que en tout début de série, Jalen Williams n'avait pas fait de gros matchs et n'était pas à fond. Il avait l'occasion de prendre la place de lieutenant en chef, quoi. Ça s'entend clairement. Et même si, tu vois, il a augmenté le plancher, je suis pas sûr qu'il amène le plafond pour pouvoir être plus que une deuxième option bis dans une équipe qui peut être championne, quoi. Ouais, bon, on verra ça très vite, hein, de toute façon. Ouais. En tout cas pour cette année, mais bon voilà, t'as raison. Ouais. Et après, du côté d'Indiana, moi, il y a une chose que donc tu en as parlé, c'est Andrew Nembhard. Le gars, il fait donc il est en mission, hein, clairement, de défendre. Mais dès qu'il passe les 15 points, bah, ça change complètement la physionomie de l'équipe, quoi. Ouais. Et tu vois, lui, à contrario, d'un joueur de role player, c'est-à-dire de défendre et mettre des 3 points, bah, dès que ça rentre, bah, ça augmente tout de suite la possibilité de l'équipe et le rendement de l'équipe. Donc, c'est un joueur, moi, je n'ai pas forcément, vu que c'est Indiana, j'ai pas forcément haute estime. Hein, on va dire ce qui est, hein, on va pas mentir aux auditeurs. Mais voilà, je trouve que Nembhard fait des finales qui sont ultra sérieuses, toujours un plancher à 10 points, et quand il dépasse les 15, bah, tu sais que ça passe. Et il faut quand même louer la défense qu'il fait sur Shea. Parce que même si tu vois, Shea, il a fait 3 matchs à plus de 30 points, 2 matchs à plus de 20 points, ou 4 matchs à plus de 30 points et 2 à plus de 20 points. Et lui, s'il n'était pas là, je pense que ça aurait été un carnage, quoi. Ah oui, non, bah, je vais pareil. Hein, moi, c'est vrai qu'Andrew Nembhard, c'est pas un mec que j'avais repéré. Tu vois, parce que dans la saison régulière, il y a tellement de joueurs, tellement d'équipes, tu peux pas tous te dire. Moi, je l'ai découvert dans ces playoffs-là, dans ces finales encore plus, et je suis vraiment impressionné. C'est certainement un gars que, du coup, je vais prendre plaisir à suivre maintenant avec cette équipe d'Indiana, en tout cas. Et non, il est vraiment impressionnant. Il a une très belle adresse sur ce match-là. Et c'est ça qui m'impressionne en plus. C'est que le mec, il laisse du gaz. Et il n'en laisse pas qu'un peu sur la défense autour de Shai Gilgeous. On en parle souvent du deux côtés du terrain, parce que c'est essentiel. Et lui, tu vois, il arrive quand même, il te laisse du gaz en défense, et quand il arrive sur l'autre partie du terrain en attaque, là, sur ce match-là, en tout cas, il est impressionnant. Il est à 5 sur 7 au tir, 3 sur 5 à 3 points, il met tous ses lancers francs. Il est propre, il est ultra propre. Il y a une perte de balles, mais il fait 4 passes. Donc le ratio est très bon. Et Nembhard, et moi je noterai Nesmith également, qui fait 10 points, qui est à 3 sur 8, 2 sur 6. Mais j'en avais parlé dans un précédent podcast avec vous, je ne sais plus pour quel match, où j'attendais de voir en fait dans le 5 des Pacers autre chose de la part des autres joueurs. Tu sais que tu as Siakam,
Tu as Haliburton. Bon, là, il est sur une jambe. Il a quand même proposé quelque chose de qualité. On va voir si ça tient. Mais moi, j'attendais de voir après ces deux stars, tu vois. Parce que Nembhard et Nesmith, on les aime beaucoup, mais c'est pas des stars, tu vois. Encore moins des superstars. Et là, je trouve vraiment intéressant dans ce qu'ils proposent dans le contenu. Et c'est cool. Après, je sais pas si tu veux qu'on aille vers là, mais ils ont encore une variable d'ajustement, les Pacers. Je sais que toi, tu en parles régulièrement, et c'est Miles Turner, tu vois, qui dans ce match-là propose pas grand-chose, très honnêtement. J'étais d'accord avec ce que a dit Jacques Monclar dans le commentaire en live là, dans le match 6, où en fait, Miles Turner, il faut que lui, ce sera par le combat qui va rentrer dans le match. Et ensuite, il va aller te mettre les contres qu'il sait faire, les blocs, comme on peut voir en saison régulière. C'est lui qui va aller, pourquoi pas, te mettre aussi des 3 points dans le corner, ce genre de choses. Mais il faut qu'il commence par le combat, il faut qu'il commence par la dureté. Donc, il y a encore une variable d'ajustement possible du côté d'Indiana. On n'a pas eu, ou si je me trompe, mais je crois pas, on n'a pas eu un Turner game encore, tu vois. Ah non. Voilà. Je suis même pas sûr qu'il ait dépassé les 12 points, tu vois. Donc, et c'est un mec qui est capable, hein, sur une bonne soirée, une bonne adresse, de te planter 15, 18, pourquoi pas plus, voilà. C'est un gars qui est... Mais attends, c'est un gars qui était surtout capable de faire des saisons à 17, 18 points de moyenne. Ouais. Donc, il est capable, mais il faut qu'il rentre d'abord dans son combat, dans le combat physique. Et c'est un bœuf quand même, ce mec-là. Alors, à ce niveau-là, tous les joueurs sont des athlètes, tu vois. Mais il est costaud, donc il faut qu'il rentre dedans. Il n'est pas fin comme Chet, tu vois. Oui, tout à fait. Et donc, moi, il y a un truc, il y a un truc qui m'énerve, c'est que les grands comme ça, qui jouent à l'extérieur, qui shootent, moi, j'aurais fait 2 mètres, j'aurais fait sa taille, j'aurais eu son corps, mais je voudrais dunker sur tout le monde, quoi, en fait. Tu vois, mais t'as le droit de shoot, non, mais t'as le droit d'aller de temps en temps à l'extérieur si tu fais le travail initial à l'intérieur. Mais tu vois, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que putain, mais t'es doté de la nature, putain, t'es grand, t'es costaud, t'es capable d'aller mettre des posters de malade. Mais va défoncer. T'as une brindille en face, mais va le défoncer, quoi. Ouais, bon, après, c'est la NBA, comment aller aujourd'hui, c'est l'évolution du jeu et des profils des joueurs. Ah bah bon, après Miles Turner, non, mais Miles Turner, après, c'est vrai qu'il n'a pas 20 ans non plus, tu vois. Donc, oui, mais tu sais qu'en plus, le truc, c'est que moi, ce que j'ai peur pour lui, tu vois, c'est que c'était un joueur. Je te rappelle que ça fait 1 an et demi, il est dans toutes les rumeurs de trade. Non, mais ça fait un paquet d'années qu'on se dit il va quitter Indiana, il va aller je sais pas où, aux Lakers, où tu veux, machin. Et non, le mec, il est pas loin de gagner un titre NBA avec cette franchise-là. C'est fou, tu vois. Oui, mais sauf qu'il est free agent à la fin de la saison. Ok. Donc, vu qu'il est free agent, là, s'il sort un match 7, il va choper un gros contrat. Mais si c'est OKC qui gagne et que lui, encore une fois, fait pas un match, qui va aller mettre des millions sur lui? Alors, ok, tu auras toujours des équipes qui vont faire n'importe quoi. Hein, Charlotte, si tu nous regardes. Putain, c'est marrant, on a pensé à la même équipe. Ouais. Mais voilà, donner des millions à des tocards, Putain, voilà. on est fin juin, on parle de Charlotte, on est des malades quand même. Oui, c'est vrai. Mais bref, mais ouais, tu vois, moi c'est un gars que j'ai toujours eu en haute estime, Miles Turner. Et là, tu vois, c'est le moment où il doit se révéler. En plus, un peu comme on parlait pour Chet, c'est la 3e option qui doit monter. Il apporte énormément pendant toute la saison régulière, pendant les matchs de playoff, il a apporté avec du rebond, de la dureté. Et là, putain, mais il y va pas, quoi. Qu'est-ce qui... Je sais pas. Bon, après, pour l'instant, tu vois, les Pacers sont toujours en vie, il y a 3 partout, tout va se jouer sur 48 minutes, voire pourquoi pas un peu plus. Donc, il a encore une carte en main. On espère pour lui qu'il va la jouer. Mais c'est vrai que pour l'instant, allez, Miles, tu nous as montré que tu pouvais le faire. Vas-y, là, c'est la plus grande scène ouverte, là. T'auras pas mieux. C'est ça. Après, moi, encore une fois, je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit au coaching de Rick Carlisle. Moi, je trouve que ce qu'il fait avec ce qu'il a, c'est énorme. Je pense qu'il tire le meilleur de ce qu'on peut
tiré d'Obi Toppin, de Nembhard. Haliburton aussi, il a mis un système en jeu pour valoriser Haliburton. Ils ont été chercher Siakam parce que c'était la pièce manquante. Et après, tu vois, sur les joueurs du banc, il en fait quelque chose de grandiose, quoi. Donc, hier, regarde, il te sort un Tony Bradley. Alors, il joue peu, tu vois, il joue quoi? Il joue 6 minutes, pardon. Mais sur les quelques minutes qu'il a joué, il a été impactant, il a proposé des choses, tu vois. Et ben voilà, en fait, c'est un mec, tu limite, on n'en voudrait pas aux auditeurs, auditrices s'ils n'avaient jamais entendu parler de Tony Bradley avant les finales NBA, tu vois. Sauf évidemment si tu suis Indiana toute la saison, mais voilà. Bravo Rick Carlisle. Ouais. Vous l'avez dit, j'en faisais partie quand j'ai fait les émissions avec vous. Ça fait depuis le début des finales NBA, allez, on va dire qu'on apporte du vrai crédit sur le staff de Rick Carlisle et de tous les gens qui l'entourent, évidemment. Et on va continuer. Et c'est pas pour autant que Marc Daigneault fait n'importe quoi, mais même si, voilà. Mais en tout cas, Rick Carlisle, il n'y a pas grand-chose, je trouve, à lui reprocher. Je suis totalement d'accord avec toi. Il arrive à tirer le maximum, en tout cas quasi le maximum de ce qu'il peut faire avec l'effectif qu'il a. Et c'est très fort. Ok. On va enchaîner sur le match 6. Sur le match 7, ouais, pardon, excuse-moi. Je veux pas vieillir, c'est pour ça. Toi, comment tu vois les choses? Et justement, tu m'as parlé de Marc Daigneault. Moi, il y a juste un truc que j'ai vu dans le match. Ça n'a pas duré très longtemps. Marc Daigneault a tenté une zone. Est-ce que toi, tu penses qu'il va mettre de la zone dans le match 7? Je sais pas trop quoi penser de Daigneault en général. Alors, juste sur la zone, ouais, il l'a tenté. Première tentative, ils ont pris un 3 points direct dans la bouche, tu vois. Donc, ça les a calmés. Mais de défense d'après, ils sont revenus en homme à homme. Daigneault, je sais vraiment pas. On a parlé de la jeunesse de Chet, on a parlé de la jeunesse de l'effectif du Thunder. Il faut aussi parler de la jeunesse en termes d'expérience. C'est la première fois qu'il est en finale NBA, Marc Daigneault et le staff. Alors, j'ai pas tous les membres du staff, il y a peut-être des mecs qui ont gravité, mais qu'importe. J'ai trouvé qu'hier, il a pris des temps morts très tardivement quand le Thunder prenait le bouillon, en deuxième quart-temps en particulier. J'avais du mal à comprendre. Arrête le jeu, en fait. Pendant les temps morts, alors peut-être qu'il avait compris que son équipe, comme je disais en introduction, n'était pas en mode on va tout donner sur le parquet, donc on laisse filer celui-là. Mais je ne l'ai pas trouvé en mode à vouloir haranguer haranguer la foule, mais haranguer les gens qu'il a autour de lui et surtout ses joueurs. Je trouvais ça assez étonnant de sa part. On avait parlé de sa tentative pendant les premiers matchs de la série de ne pas mettre Isaiah Hartenstein. Tu sais, on avait beaucoup parlé, Yannick, on n'était pas nécessairement d'accord avec cette idée-là. Et je ne veux pas dire qu'on avait raison, mais en tout cas, il est revenu à son line-up de ce qui avait fait son succès pendant toute la saison régulière et une bonne partie des playoffs. Là, en deuxième mi-temps, en termes de deuxième mi-temps, il commence avec Caruso. Il enlève Hartenstein, il met Caruso. Alors, pourquoi pas une tentative, mais en fait, j'ai eu l'impression de revoir un rappel du tip-off du match 1 que j'ai dit et répété, où j'avais cette impression d'aveu de faiblesse immédiatement. J'ai pas compris. Alors oui, ok, son équipe était menée, donc il se dit, bon, bah, je vais tenter un coup. Mais après, en plus, Caruso, il n'a pas été bon dans ce match-là. Donc, encore une fois, en fait, ça rajoute de l'eau au moulin sur les vrais questionnements que j'ai autour de Marc Daigneault. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais absolument pas ce qu'il va pouvoir proposer dans le match 7. Et même au-delà de son cas personnel, qu'est-ce que tu veux préparer à part préparer les joueurs psychologiquement pour un match 7, en fait? C'est plus le moment de faire des ajustements, Yannick. Ça fait 7 fois qu'ils se jouent en 3 semaines. Ils se connaissent par cœur. L'adrénaline du match 7 doit suffire aux joueurs. Tu n'as plus besoin de pancarte. Ta pancarte, ta plaquette avec ton crayon Velleda, tu la laisses dans le vestiaire. Tu n'en as plus besoin, en fait. Ouais, mais tu sais où tu vas appuyer pour faire mal à ton adversaire. Non, mais bien, oui, non, mais je te dis pas qu'il va servir à rien et qu'il faut qu'il reste à la maison à regarder le match tranquillement en mangeant des chips, tu vois. Mais normalement, c'est plus le moment des ajustements, c'est plus le moment de sortir des trucs de la boîte. Tu peux plus. C'est plus possible. Ou alors, on va te dire, bah, mais tu aurais dû les sortir avant, en fait. Tu vois, si tu avais des petites combines ou des tours de magie. Donc, mais j'ai des vraies questions. Je termine. Quoi qu'il arrive,
je disais que j'aurais des questionnements sur Chet. J'en aurais encore plus sur Marc Daigneault à l'issue de ces finales NBA, tu vois. Quelle que soit l'issue. Ouais, je suis. Même s'il gagne, tu auras des doutes. Ouais, parce que oui, ok, tu as gagné, donc, et je serai le premier à féliciter cette équipe du Thunder. Tu sais que c'est une franchise que j'ai dans le cœur, en tout cas dans l'historique, dans l'histoire, même si elle a une courte histoire, mais elle en a une quand même. Mais ça n'empêche en fait que la finale NBA se joue pas sur un match. Alors là, oui, mais il y aura eu 6 matchs avant et il y aura les questionnements sur ces ajustements de début de saison, de début de finale et tout ce qu'on a dit en fait. On n'oublie pas, tu vois. Ouais. Le résultat provoquera telle ou telle réaction, mais en tout cas, moi, je n'oublierai pas les questionnements que je pourrais avoir autour de lui. Je comprends ce que tu dis. Moi, il y a juste une chose, effectivement, c'est un jeune coach. Et après, ça s'apprend en fait de gagner. Et tu vois, c'est un peu le syndrome du talisman au moment de servir pour le match. Ouais. Et c'est un peu une épreuve initiatique en fait de gagner et de faire les trucs pour gagner. Oui, je suis d'accord, il a baissé pavillon un peu tôt. Je reste persuadé que le choix de sortir Hartenstein du 5, je pense qu'on la prendra peut-être ou pas plus tard, mais vu le nombre de limitations en termes de minutes d'Hartenstein, je pense qu'il y a un pépin physique. Moi, j'y crois pas, mais ok, j'entends, mais moi, j'y crois pas. Je vois pas autrement, parce que sinon, c'était un aveu de faiblesse par rapport à ce qu'allait proposer Indiana derrière, tu vois. Mais je veux dire, on a droit d'envisager le fait que coach NBA que ce soit un coach NBA ou non et qu'il ait la meilleure équipe de saison régulière ou non, peut-être que ses assistants, quand ils ont discuté, ils ont eu des conciliabules, des réunions, des trucs, ils ont peut-être, eux, considéré à tort qu'un line-up en début de finale où il n'y avait pas les deux bigs, c'était favorable par rapport à Indiana. Preuve en est, ça n'a pas réussi, ils sont revenus en arrière, mais je veux dire, l'esprit humain est parfois fait d'erreurs, en fait, de jugement et d'interprétation. Ouais, non, mais complètement. Mais je ne vois... Parce qu'il y a des choses qu'on voit, nous, et il y a des choses que eux, qu'on ne voit pas. Changer des line-up quand tout a fonctionné, c'est... Il y a trop de... Comment dire ça, de trucs bizarres pour pas qu'il y ait un problème de blessure, tu vois. C'est ton côté complotiste, ça, Yannick. Absolument pas. Alors, non, c'est toi qui penses que la Terre est plate. D'accord. Oh, attention à toi. Il y a des gens qui nous écoutent. J'ai une crédibilité quand même. Hein. J'en ai pas beaucoup, mais quand même. Mais on sait tous que t'es un Kyrie Irving voilà. Dans l'âme. Tu parlais de match 7. Tiens, le dernier match 7 des finales, NBA, c'était celui-là. Hein. Oui, tout à fait. Avec une faute, mais monumentale de Kyrie Irving sur André Iguodala. Et avec un contre incroyable de LeBron James aussi. Mais forcément, on lui baisse le short. Oh, tout de suite. J'ai le droit d'être de mauvaise foi quand même. Évidemment. Non, mais d'ailleurs, on vous renvoie sur le podcast. Allez écouter le podcast sur les 100 plus belles actions de ces 15 dernières années, 20 dernières années. On avait fait ça, nous ? Ouais. D'accord. Ok. Tu sais, t'avais mis avec Tom. Le compte. Oui, avec Tom. Évidemment, dès qu'on fait un top 100, de toute façon, on met les LeBron James 101. De toute façon, il n'y a pas de débat. Hein. Voilà. Alors voilà. Et après, c'est moi qui suis de mauvaise foi. Le gars, j'ai fait un double pas. Allez, premier. Okay. Enfin bon, bref, allez. Non, mais allez réécouter ce podcast si vous aimez la mauvaise foi. Il y a Tom qui est là, donc allez-y. Non, mais ouais, moi sur le match, pour revenir sur le match, ouais, effectivement, je pense que le coaching aura une grosse part. Et j'attends que un joueur inattendu sorte du bois. Je ne sais pas qui. Mais tu vois, je vois bien un joueur prendre feu alors qu'on ne l'attend pas, tu vois. Typiquement, Luguentz-Dort, marquer, faire un 4 sur 5 à 3 points qui fait basculer le match dans l'irrationnel, ça me surprendrait, mais absolument pas. En revanche,
mais tu vois, et puis bien sûr, on en a parlé, un Chet Holmgren qui amène son écho au scoring cette fois, avec un match entre 15 et 20 points pour passer. À contrario, tu vois, Indiana, j'ai envie de leur côté, j'ai envie que ce soit le Turner game. Ouais, bah oui, on a parlé pendant 10 minutes de Turner, donc ouais, je te rejoins sur Turner. En fait, je trouve que ces derniers temps, dès que tu as un match-set, on attend toujours ce fameux facteur X, là. Ça devient limite un peu trop redondant, tu vois, je trouve, de mon point de vue. Donc là, moi, j'en attends pas. En fait, tu vois, il y a l'impression qu'il y a un côté. Comme tu as un match-set, tu vas avoir un mec qui, comme tu dis, qui va sortir du bois qu'on n'attend pas. Bah, pas nécessairement, en fait. Ça a été une vérité dans certains matchs de l'histoire des finales NBA et des playoffs. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, tu as des grosses purgasses de match 7. Des fois, tu as des matchs 7 incroyables. Des fois, tu as des purges qui se terminent un match incroyable. On vous laisse aller retourner voir le match entre les Cavs et les Warriors en 2016. J'ai aucune lecture à te donner, Yannick, désolé, hein, sur un match 7 de finale NBA. C'est pas possible, en fait. Pour moi, toutes les cartes ont été mises sur la table. Maintenant, en fait, c'est aux joueurs de se lâcher. Il leur reste 48 minutes, voire un peu plus, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la plus grande scène qu'ils n'auront peut-être plus jamais. Parce que tu sais que tu es en finale NBA là, mais tu sais pas si tu vas y retourner, en fait. C'est ça la beauté du sport aussi, évidemment. Donc, laissez place aux artistes, laissez place au jeu, et on verra bien ce qui se passera. Et ce match-là, il va se jouer sur une action, 2 actions, 5 actions, ce que vous voulez. Et si on rejoue ces actions le lendemain, elles ne se passeront pas pareil. Mais c'est la vérité du sport, c'est la vérité sur un moment, et c'est ça qu'on aime, ou qu'on déteste parfois. Mais Ah ouais moi, ça dépend dans quel sens tu te places. Moi, je pense que... Enfin, je le souhaite pas, mais je vois bien un blowout. Ah ouais, non, mais je te dis, tout est envisageable. Le mec qui me dit, il y a 2 prolongations et un buzzer de qui tu veux, de Nesmith, machin, je vais te dire pourquoi pas, ok, je te dis pas que c'est ça, mais j'entends. Si tu me dis qu'il y a un blowout et qu'à la mi-temps c'est fini, rappelle-toi, alors c'était pas des finales NBA, mais le blowout terrible qu'avaient pris les Suns en playoff il y a 2-3 saisons de ça, là. Ah oui. Tu te rappelles, c'était contre qui, tiens, je l'ai même plus, mais bon, qu'importe, vous allez vous en souvenir. C'était une purge absolue et on savait tout de suite, dès la fin du premier quart-temps, je crois que c'était terminé en fait. Tu as des matchs comme ça, c'est l'irrationnel du sport et du moment. Donc, tout scénario est envisageable et même des scénarios qu'on ne va pas envisager peuvent se produire. Alors, ton côté complotiste, alors oui, tu veux dire que des aliens vont débarquer et tout ça? Ah ouais, bien. Mais non, mais ou alors, tu vois, ils vont sortir que c'était quoi? C'était quelle finale où tu sais, c'était un Spurs Heat, non? Où ils avaient en 2012, je crois, non? Où ils avaient déjà commencé à mettre, c'était au match 6, je crois. Oui, le shoot de Ray Allen. Où ils avaient commencé à mettre les trucs autour du parquet pour éviter que la foule vienne. Le trophée était presque déjà sorti. Et puis les fans des Heat étaient déjà partis, ils avaient fermé. Et après, prolongation, ils voulaient revenir, ils avaient fermé les portes du stade. Donc voilà, tu vois, peut-être que Adam Silver, on va le voir en train de descendre de sa coursive et il restera 3 minutes dans le match et les Pacers vont nous mettre un 10-0 pour gagner d'1 point. On n'en sait rien en fait, tu vois. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais imaginer ça? Tu m'as pas demandé mon prono encore. Hein. Tu m'as juste demandé une lecture. Et moi, je te dis que j'en ai pas. Ben justement, parce que comme on a fait le tour un peu. Ouais. Toi, Chris. Ouais. Quel est ton pronostic? Le meilleur pour la fin. T'as vu, on a fait une saison entière de podcast, encore une fois. Et là, c'est la question, tu vois. Qui va être champion NBA, tu vois? Ouais. Tu vois, c'est pas le conseil de classe du mois de mars, tu vois. Là, et non. Mais non. En fait, je t'ai dit, j'ai pas de lecture, donc franchement, pour la beauté de l'irrationnel, et comme j'ai jamais misé pour eux, là, cette fois-ci, je vais mettre Indiana, tu vois. Ouais, je suis désolé Yannick, je sais que je te crève le cœur et que ce sera du coup notre dernière émission ensemble. Mais non. Non, je sais bien. Mais non, j'en sais rien en fait. Je n'en sais strictement rien. Et oui, encore une fois, OKC va être favori des bookmakers, de tout ce que vous voulez.
Mais le résultat, c'est qu'on est à 3-3, tu vois. Alors moi, j'ai une autre question du coup. Ouais. Ok, qui va être différente. Toi, qu'est-ce que tu attends de ce match? Bah, j'attends en fait juste de prendre un plaisir fou en tant que spectateur. Je suis ni fan des Pacers, ni fan de ce Thunder. Je précise bien. Donc moi, je veux juste kiffer, tu vois. Et si c'est OKC qui gagne, et bah, on les félicitera. Si c'est Indiana qui gagne, je les féliciterai parce que je sais que toi, tu le feras pas. Mais C'est quoi ce... non, mais c'est une attaque complètement gratuite, ça. Non, mais je te dis là, depuis 10 minutes, je suis dans un côté un peu science-fiction. Désolé si je réponds pas comme tu pourrais espérer aux questions, mais parce que voilà, on a aucune idée de ce qui va arriver, tu vois. Donc, alors par contre, il y a les chiffres, tu vois, que tu as eu 19 matchettes en finale NBA, il y en a 15 qui ont été gagnés par l'équipe qui joue à domicile, ça fait 79%. Donc, tu as les maths, ok. Mais après, tu as les 48 minutes du sport qui nous seront proposés dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, et moi, j'espère que c'est plus la partie irrationnelle qui prendra le dessus, quel que soit le vainqueur, que la partie purement mathématique de l'histoire. Alors, je vais juste te dire une phrase que j'ai pu dire un nombre de fois incalculable. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Non, mais donc, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est deux équipes. Tu vois, c'est un peu comme un 12e round de boxe, de poids lourd. Et où, tu vois, tu es dans la dernière minute et ils vont tout donner, ils vont lâcher tous les coups et ça va s'enflammer. Et j'aimerais bien avoir un vrai match de basket. Je suis pas sûr qu'il y ait un gros écart. Moi, je vois bien un blowout d'un côté comme de l'autre. Parce que tu as une équipe qui à un moment va paniquer, va prendre beaucoup de shoots à 3 points pour revenir. Et moi j'aimerais bien que tu vois que ce soit quand même un match maîtrisé de basket qui ait jamais un gros écart et que ça se rende coup pour coup avec de l'adrénaline, avec des choses. J'ai pas envie de donner un vainqueur non plus. Parce que le problème, c'est que si je donne celui que je veux, je vais lui porter la poisse. Donc voilà. Alors, j'ai juste deux trucs. Après, je te laisserai conclure, Yannick, si tu veux. J'espère juste que ce ne sont pas les arbitres qui vont avoir un rôle majeur, on va dire, dans l'issue de ces finales. Je pense que les gens comprennent vers quoi je veux aller. Première chose. Et la deuxième chose, juste, je me permets, j'ai vu passer le tweet de Marie Patrux, de la journaliste de Beansport, que je trouve juste très pertinent. Alors, c'est vrai que ces finales NBA, en fait, je vais la paraphraser, ces finales-là et ces playoffs-là, en fait, méritent d'aller au bout du bout, d'aller au match 7. On n'est pas sur l'affiche bling-bling. On a été les premiers à le dire quand on a vendu le match 1. Bon, bah, Indiana, Oklahoma City, c'est sûr que ça fait moins cliquer que si tu prends Los Angeles Lakers contre Chicago Bulls, tu vois, par exemple. Même si c'est pas les Chicago de cette époque, évidemment, mais vous avez compris l'idée. Mais en fait, on s'est vraiment régalé, quelle que soit l'issue du match 7, dans les ajustements, dans les scénarios, dans les écritures de ces matchs-là. Donc, franchement, voilà, ça a été un régal ces playoffs, ça a été un régal ces finales NBA, quoi qu'on en dise, quelles que soient les audiences, on s'en carre en fait, on n'est pas dans les boards de la NBA, nous on prend juste plaisir à regarder les matchs et à vous en parler du mieux qu'on peut. Et voilà, je voulais juste citer ce tweet-là de Marie qui était que je trouvais très juste en fait à ce moment-là de l'année. Et voilà, donc régalez-nous avec ce match 7 comme vous nous avez régalé sur l'ensemble de ces playoffs pour que ce soit le Thunder ou les Pacers. Ok, eh ben écoute, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. On va remercier l'ensemble de nos auditeurs de nous avoir suivis jusque-là. On vous donne rendez-vous donc lundi pour débriefer ce match 7 qui s'annonce, quoi qu'il arrive, historique. Premier match 7 pour les deux équipes. Hein. Ouais. De finale. Alors, OKC, il y avait eu que Seattle, mais ça, on va dire que ça compte pas, tu vois. Non, mais tu peux pas finir comme ça. Mais si, parce que Seattle et OKC, c'est pas pareil. Je suis désolé, Yannick. Non, mais Seattle, mais t'imagines pas Seattle ce que c'est quand même. Mais si, mais non, mais je remets pas en doute, je remets pas en cause Seattle. Je te dis juste que Seattle et OKC, c'est pas la même histoire. Donc, on peut pas dire que la finale de 78 des Seattle Supersonics, du match 7, ça compte
comme un match 7 du Oklahoma City Thunder. Alors, moi, ce que je te propose, du coup, c'est que tu vois les bannières de ton club préféré qui ont été gagnées à Minnesota, on les enlève. Mais non, mais oui, bah, si tu veux, tiens, on en fera. Alors, on teasera pour les podcasts de l'été, des what if et si on enlevait les bannières des équipes qui ont bougé, machin et tout. Bon, après, tu me diras, à la Nouvelle-Orléans, ils n'ont pas ce problème-là. Hein. Oui, et tu sais que s'il y a une équipe à OKC, c'est parce que pendant l'ouragan Katrina, ils sont allés à Oklahoma City. Non, mais t'es d'accord quand même qu'on met pas sur la même histoire Seattle et OKC. Bah, c'était un déménagement de franchise pour une histoire de business, mais il n'y a pas du tout d'histoire. Tu vas demander aux gens qui habitent à Seattle, ils ont tous envie que ce soit Indiana qui gagne. Ah bah bien sûr, mais ils détestent Voilà. le changement. Mais il y a quand même une histoire. Kevin Durant, qui a fait tes beaux jours que tu as adoré, il a été drafté à Seattle. Russell Westbrook. Ouais, mais Westbrook, Oui, il avait été drafté avec Seattle. Et après, il a été drafté, mais après, c'était juste après que ça a changé. Oui, mais voilà, je te parle juste en termes d'histoire et de palmarès. Parce que dans ces cas-là, ils ont un titre, hein, le Thunder. Ouais. Oui, mais non. Ah, pour moi, si, malgré tout. Ah ouais? Ok. Ouais. Ah non. Moi en fait, je suis plus franchise que localisation, même si ma franchise de cœur est une des deux qui n'a jamais déménagé et qui est là depuis 1946. Mais bon, je dis juste ça comme ça. Ouais, qui a gagné, c'était quand la dernière fois? J'étais pas né. Voilà. Mais je ne désespère pas. Tu sais, j'ai vu les Chicago Cubs qui avaient plus de 100 ans de disette gagner, donc je ne désespère pas. Les Cavs en 2016, ils avaient que 70 ans non, de disette, je crois. Non, mais ils n'ont jamais gagné. Mais tout sport confondu, hein, j'avais vu. Oui, alors tout sport confondu, oui, c'était les Indians dans les années 40. Ouais. Bon. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et d'avoir été sur cette dernière digression. On vous souhaite à tous une bonne journée si vous écoutez en journée, une bonne soirée si vous écoutez en soirée, et à très vite sur les antennes de The Playoff. Allez, ciao!